il y a des choses qu'on ne comprend que lorsqu'il est déjà trop tard. Et même alors, parfois, on fait semblant de ne pas comprendre, parce qu'accepter la vérité fait plus mal que de s'accrocher à l'illusion. Je suis devenu mère à 18 ans, une grossesse non planifiée, fruit d'une passion rapide et désastreuse. Le père de Camilla n'a pas voulu savoir, il est parti au 3e mois. Il a disparu de la carte. Et même si j'essayais de prétendre que tout allait bien, cela m'a marqué. Parce que je n'ai pas seulement perdu un petit ami, j'ai perdu le droit de rêver légèrement. À 18 ans, j'ai cessé d'être une fille. Je suis devenue mère, travailleuse, responsable d'une autre vie. Et même si j'aimais Camilla de tout mon cœur, je ne peux pas mentir, ça a été lourd. J'ai pratiquement élevé ma fille toute seule. Ma mère a aidé comme elle a pu pendant les premières années, mais elle est décédée tôt. Après ça, c'était juste moi et elle. Je travaillais en 3 shifts, boutique, ménage et le week-end au restaurant. Il n'y a jamais eu de manque de nourriture, mais il y avait beaucoup d'absence. J'étais tellement épuisé que parfois je m'endormais assise sur le canapé pendant qu'elle regardait des dessins animés. Quand Camilla était petite, elle demandait souvent un père. Elle voyait ses petites camarades à l'école avec des papas présents et me demandait « Pourquoi je n'en ai pas un aussi ?» Je répondais avec un sourire forcé. « Parce que tu as maman. Et je suis 2 en 1. » Mais aucun enfant ne comprend ce genre de réponse. Avec le temps, elle a arrêté de poser la question. Elle s'est refermée. Camilla a grandi belle, sérieuse, très observatrice. C'était une fille réservée, mais très intelligente. Dès son jeune âge, elle a appris à se débrouiller seule. Elle avait du mal à exprimer de l'affection. Parfois, il me semblait que je l'étouffais avec mes tentatives de compenser le temps perdu. Notre relation a toujours été intense. J'étais mère et père, mais je sentais toujours qu'il y avait un espace en elle que je ne pouvais jamais atteindre. L'adolescence a été un champ de bataille. On se disputait presque tous les jours. Elle pensait que je la traitais comme une enfant. Je pensais qu'elle voulait grandir trop vite. Et la vérité, c'est que je voyais en elle la même soif de liberté que j'avais à 18 ans, mais avec une différence. J'avais été forcé à grandir. Elle voulait grandir pour les mauvaises raisons. À 18 ans, elle a terminé le lycée sans savoir ce qu'elle voulait de la vie. Elle était intelligente, mais instable. Elle a commencé à travailler dans un magasin pendant un moment, puis a abandonné. Elle restait souvent à la maison, sur son téléphone, sans projet. Je sentais qu'elle stagnait, mais chaque fois que j'essayais de parler, nous finissions par nous disputer. Je lui disais qu'elle devait bouger. Elle me répondait que j'étais amer et frustré. Des mots durs qui blessaient, et que parfois je pensais qu'elle disait l'exprès. C'est à cette époque que j'ai rencontré Fernando. J'avais déjà 37 ans. Fatigué, émotionnellement épuisé et totalement déshabitué à toute idée de romance. J'avais passé presque 2 décennies à vivre pour ma fille. Je n'avais jamais amené d'homme chez moi, je n'avais jamais fréquenté personne pendant plus de 3 mois. Je ne voulais pas embrouiller sa tête, mais au fond, j'étais aussi en manque. Je me sentais invisible. Fernando est apparu de nulle part. C'était un vendredi après-midi dans une file d'attente à la pharmacie. Il m'a laissé passer devant, a entamé la conversation avec une gentillesse rare et, en 2 minutes, nous rions déjà. C'était un homme qui attirait l'attention, brun clair, grand, yeux marquants, ce genre d'homme qui n'a pas besoin d'efforts pour être remarqué. Il devait avoir environ 45 ans, mais avec un charme que seul le temps peut façonner. Ce n'était pas seulement de la beauté, c'était une posture, une confiance, une voix ferme, des mots justes. Nous nous sommes croisés à nouveau par hasard la semaine suivante, cette fois dans un snack près de mon travail. Nous avons parlé pendant presque 1 heure, et c'est là que nous avons échangé nos numéros. Je pensais qu'il ne m'appellerait pas, mais il l'a fait le soir même. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit restaurant simple, mais il a tout fait paraître sophistiqué. Il était de ce genre qui te regarde droit dans les yeux, prête attention à chaque mot et te fait sentir unique. Il me traitait avec une délicatesse que je ne connaissais pas. En peu de temps, j'étais déjà impliqué. J'ai mis 3 mois avant de le présenter à Camilla, non parce que je pensais qu'elle ne l'accepterait pas, mais parce que moi-même je n'étais pas sûr de ce que cela représentait. Fernando a respecté mon rythme,
sans jamais forcer. Il disait simplement que, quand je me sentirais prête, il serait là. Le jour où ils se sont rencontrés, j'étais nerveuse, mais ils se sont salués comme de vieux amis. Camilla a été surprise par son apparence. Elle a fait une petite plaisanterie du genre « Je ne savais pas que ma mère avait un si bon goût ». Fernando a ri. Moi aussi. Et pendant un instant, j'ai pensé que c'était un bon signe. Ils ont beaucoup discuté ce jour-là. Ils parlaient de films, de vieilles chansons. Camilla semblait plus légère. Fernando avait ce don. Il mettait les gens à l'aise. Il savait exactement comment se comporter. Jamais intrusif, jamais hors de propos. Après ce dîner, il a commencé à venir chez nous plus souvent. D'abord les week-ends, puis quelques soirs en semaine, et peu à peu, il est devenu une partie de notre routine. Moi, qui pensais avoir du mal à équilibrer mon rôle de mère et de femme, j'ai commencé à croire que j'avais enfin trouvé un juste milieu. Camilla ne s'est jamais plainte. Au contraire, elle disait qu'il était mature, poli, bien plus intéressant que les garçons de son âge. À l'époque, je pensais que c'était juste une adolescente impressionnée. Je n'ai jamais imaginé que cette admiration pourrait glisser vers autre chose. Nous nous sommes mariés civilement après presque un an ensemble. Rien de grandiose, juste une petite réunion avec quelques amis proches. Camilla était là, vêtue de bleu foncé, sourire discret, tenant un verre de vin et observant tout comme si c'était une après-midi ordinaire. Mais j'étais heureuse. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais heureuse. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout fait encore plus mal, parce que je n'ai pas vu ce qui grandissait sous mon toit. Ou peut-être que j'ai préféré ne pas voir. Fernando avait 45 ans quand nous nous sommes rencontrés. C'était le genre d'homme qui n'avait pas besoin de faire d'efforts pour être remarqué. Sa présence remplissait la pièce, mais d'une manière calme, subtile, presque hypnotique. Et ça m'a charmé, bien sûr. Après des années à me sentir invisible, à devoir être forte tout le temps, à porter le monde sur mes épaules seule, ce regard ferme et cette attitude tranquille m'ont désarmé. Je n'ai jamais imaginé, ne serait-ce qu'un instant, qu'il pourrait un jour franchir une limite avec ma fille. Jamais, même dans mes pires paranoïas. Il était plus âgé, plus expérimenté, plus posé. Un homme qui disait des phrases comme « l'enfant a besoin de structure » et « l'adolescente teste seulement les limites qu'on lui laisse ». Il semblait tout savoir, avoir une opinion sur tout, et au début, cela me donnait un sentiment de sécurité. Quand il est entré dans ma vie, j'ai cru que c'était une réponse de l'univers. Et quand il est entré dans la vie de Camilla, j'ai pensé que c'était l'équilibre dont elle avait besoin. Au début, il parlait à peine d'elle, toujours très respectueux, disant que la relation mère-fille était une affaire qui ne concernait que nous deux et que son rôle était de soutenir. Mais avec le temps, cela a changé. Peu à peu, il a commencé à donner plus d'opinion. Il faisait des commentaires sur sa manière de s'habiller. Il disait que certains vêtements ne correspondaient pas à l'intelligence qu'elle possédait. Il affirmait qu'elle ne se donnait pas la valeur qu'elle méritait, et moi, naïvement, je pensais que c'était un signe de préoccupation, qu'il voulait son bien, qu'il essayait d'être une figure positive, ferme, comme je n'avais jamais pu l'être. Puis, il a commencé à remarquer des choses que je n'avais pas vues. Il disait qu'elle devenait de plus en plus provocante, que l'adolescente est du feu, mais Camilla a un regard qui sait ce qu'il fait. Je riais, nerveuse, et lui demandais d'arrêter avec ça. Et lui éludait toujours avec ce ton ironique, comme si j'étais trop innocente pour comprendre le monde tel qu'il était. À l'époque, je ne trouvais pas ça drôle, mais je ne voyais pas non plus de quoi en faire un scandale. Je lui faisais confiance. Je croyais qu'il parlait juste de cette manière un peu tordue dont certains hommes plus âgés parlent, avec cette arrogance de quelqu'un qui se croit détenteur de la vérité. Je n'imaginais pas qu'il regardait vraiment ma fille d'une autre manière. Avec le temps, il a commencé à parler plus d'elle que de moi. Il disait que Camilla était intelligente, articulée, qu'elle avait une vision du monde plus mature que beaucoup de gens de son âge, qu'elle semblait décalée dans son époque. Parfois, je l'entendais dire cela à d'autres personnes avec un enthousiasme qui me mettait mal à l'aise. Pas parce que je n'aimais pas entendre des compliments sur ma fille au loin de là, mais parce que le ton semblait exagéré. La façon dont il parlait, décrivait ses manières, comme s'il était fasciné, comme s'il observait plus que nécessaire.
Il parlait de ses expressions, de ses gestes, de ses silences, et a commencé à comparer. Toi et elle êtes très différentes. Tu es réactive, elle est réservée. Toi tu exploses, elle calcule. Et puis il disait que peut-être c'était pour ça que nous deux, toi et elle, étions souvent en conflit, qu'elle avait besoin d'une approche différente, que peut-être avec moi elle se fermait, mais qu'avec lui elle s'ouvrait. Ces phrases ont commencé à résonner dans ma tête, mais je n'arrivais toujours pas à les interpréter comme je l'aurais dû. Dans mon esprit, il essayait simplement d'aider. Mais à mesure que les jours passaient, je remarquais qu'il parlait d'elle avec plus d'enthousiasme que de moi. Parfois, il me racontait quelque chose qu'elle avait dit avant même qu'elle n'ait eu l'occasion de m'en parler, une blague, une opinion, une conversation quelconque. Et moi, je restais là, feignant que ça ne me dérangeait pas, mais ça me dérangeait, oui. J'ai commencé à remarquer qu'ils se parlaient plus que je ne le savais, qu'ils échangeaient des confidences lorsque je n'étais pas à la maison. Et encore une fois, je me suis tu, car au fond, je croyais que c'était positif, que peut-être c'était bien pour Camilla d'avoir quelqu'un avec qui parler. Elle n'avait jamais eu de père. Peut-être qu'il occupait simplement cet espace qui était resté vide toute sa vie. Mais les choses ont vraiment commencé à me peser quand j'ai réalisé qu'il en savait trop sur elle. Il connaissait ses goûts musicaux. Il savait quel parfum elle portait. Il savait comment elle aimait son café. Il connaissait ses peurs. Il savait tout sur ses amis, ses conversations par message, les disputes qu'elle avait eues dans le magasin où elle avait travaillé un temps. Et pire encore, il en parlait avec moi comme si c'était naturel de tout savoir. Et moi, j'essayais de comprendre à quel moment j'avais cessé d'être la confidente de ma fille. Une nuit, il a lâché une phrase qui m'a glacé. Nous regardions un film quelconque, et l'actrice principale était une jeune femme belle et audacieuse. Il a commenté en riant. Mais elle a un petit côté Camilla, non? Ce regard, cette confiance. J'ai souri jaune. J'ai fait semblant de ne pas entendre, et il n'a rien ajouté, mais moi, je n'ai pas oublié. Cela est resté là, pulsant dans ma tête, comme une graine de malaise sur le point d'éclore. À ce stade, ce qui me dérangeait n'était plus seulement leur cohabitation, mais la manière dont il mettait Camilla en lumière. C'était l'éclat dans ses yeux quand il parlait d'elle. C'était comme s'il étudiait chaque détail chez elle, comme s'il se préparait. Et moi, je tentais encore de me convaincre que c'était dans ma tête, que je voyais du mal là où il n'y en avait pas, que c'était la peur de perdre ma fille ou la jalousie de la voir grandir et se connecter avec quelqu'un qui n'était pas moi. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends. Les signes étaient tous là, petits, cachés, mais présents. Et je les ai ignorés, parce que je n'aurais jamais imaginé qu'ils deux, en seraient capables. Ce n'était pas une dispute, ce n'était pas une découverte directe, il n'y avait ni cri ni flagrant délit. C'était une succession de conversations, de regards de travers, de phrases interrompues, de petits messages de l'univers que j'ai commencé à recevoir de partout, sauf de l'intérieur de ma propre maison. Tout a commencé avec ma voisine d'en face, Donna Neuza, une dame d'une 60aine d'années, retraitée, qui passait une bonne partie de son temps à la fenêtre, avec son café et le monde entier à portée de vue. Un jour, alors que je partais en retard pour le travail, elle m'a appelé d'un ton désinvolte, comme si elle ne s'apprêtait pas à larguer une bombe. « Hé, ma chère, tout va bien? Juste une chose, d'accord? Hier, j'ai vu Fernando partir avec Camilla. Ils sont allés à pied jusqu'à la boulangerie, mais j'ai trouvé ça étrange parce qu'il avait la main dans son dos, tu vois? Tout proche, riant doucement, près de l'oreille d'elle. J'ai trouvé ça drôle. Je te dis ça juste comme ça, hein? De nos jours, on voit vraiment de tout. » Elle a ri. Moi, je n'ai pas souri et j'ai répondu qu'ils avaient probablement été acheter quelque chose dont il avait besoin, mais cela m'est resté en tête parce que je me rappelais ce moment-là. J'étais au travail. Je ne savais rien d'un pain ni de quoi que ce soit. J'ai passé toute la journée à ruminer ça, essayant de ne pas y accorder trop d'importance. Le soir, quand j'ai demandé négligemment s'ils étaient sortis, Camilla a répondu immédiatement. « On est juste allé à la pharmacie. Il voulait acheter des médicaments. » J'ai froncé les sourcils. Boulangerie, pharmacie. Pourquoi deux versions différentes? Je n'ai rien dit, mais le lendemain, une autre version est arrivée.
Mon amie Johanna, du salon où je coupe mes cheveux depuis des années, est directe, du genre qui ne mâche pas ses mots. Pendant qu'elle me séchait les cheveux, elle a lâché. Ah ami, je peux te dire quelque chose sans que tu le prennes mal. Moi, déjà le ventre noué, j'ai simplement hoché la tête. L'hier après-midi, j'étais à la crèmerie avec Polo et j'ai vu Fernando avec Camila, seuls, riant comme deux adolescents. Ça semblait, je ne sais pas, bizarre, comme un couple. Polo et moi avons même commenté, elle est ta fille, non? Alors, ça m'est resté en tête. Ne le prends pas mal, mais je pense qu'il valait mieux te le dire. Crèmerie, boulangerie, pharmacie. Tout commençait à sentir l'excuse mal ficelée. Je suis rentré chez moi avec un goût de sang dans la bouche. Quelque chose entre nausée, colère et panique. J'ai passé le dîner en silence. Camila mangeait distraitement, jouant avec son téléphone. Fernando, lui, était calme, comme toujours. Après qu'elle soit allée dans sa chambre, je suis resté là, debout, avec mon assiette encore à moitié pleine. Il l'a remarqué. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, sans même détourner les yeux de son verre de jus. J'ai mis du temps à répondre. Puis j'ai pris une profonde inspiration. « Tu sors beaucoup avec Camila, non ?» Il a haussé un sourcil. « Comment ça ? Comme la crèmerie, la boulangerie, la pharmacie ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous me cachez tous les deux ?» Son expression n'a pas changé. Il m'a juste offert un petit sourire arrogant. « Que veux-tu insinuer ? Je te demande parce que des gens m'ont dit que vous traînez souvent seuls ensemble, d'une manière qui ne semble pas normale, et vos versions ne collent pas. » Fernando a ri. Il a ri comme si j'avais raconté une blague médiocre. Ah, voilà où on en est maintenant. Tu écoutes les ragots d'une voisine qui n'a rien d'autre à faire de sa vie. Ce n'est pas qu'une voisine, mais deux personnes différentes sur 2 jours. Et tu connais Camila. Elle ne ment pas facilement, mais ses versions à elle ne concordent pas non plus. Il s'est affalé sur le canapé, a croisé les bras et m'a regardé avec cet air de supériorité qui me clouait toujours le bec. C'est ridicule. Es-tu jalouse de ta propre fille maintenant ? C'est ça ? Vas-tu vraiment jouer ce rôle-là ? Je suis resté figé. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche, et je ne suis pas idiote. Tu deviens paranoïaque, a-t-il répondu, déjà d'un ton plus froid. Tu as toujours eu cette tendance à voir des problèmes là où il n'y en a pas. Tu es toujours stressé, toujours fatigué, et maintenant tu projettes tout ça sur moi. Sur nous. Tu veux que j'arrête d'être gentil avec Camila ? C'est ça que tu veux. Gentil ? Fernando, la façon dont ils en parlent ne ressemble pas à de la gentillesse, mais à autre chose. Il s'est levé lentement, a posé son verre dans l'évier sans me regarder, et avant de monter dans la chambre, il a lancé. « Si tu continues avec cette folie, tu vas finir par détruire ce qu'il reste d'harmonie dans cette maison. Ne viens pas dire après que c'est ma faute. » Je suis resté là, immobile. Le bruit du verre heurtant l'évier résonnait encore dans la cuisine. J'aurais voulu crier. J'aurais voulu qu'il avoue, qu'il admette, qu'il s'explique. Mais il a fait exactement ce que les hommes comme lui savent si bien faire, il a retourné la situation. Il m'a peinte comme folle, excessive, jalouse. Et pendant quelques minutes, j'y ai presque cru moi-même. Je me suis détesté pour avoir douté, je me suis senti coupable. Mais cette nuit-là, en me couchant, je savais, pour la première fois avec certitude, que quelque chose se passait et qu'il n'avait plus peur de le cacher. J'ai essayé d'éviter ça. Je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher, j'ai essayé. Pendant des jours, j'ai avalé ma colère, tentant de me convaincre que tout n'était qu'exagération, que mon esprit me jouait des tours, que les voisins adorent inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Mais chaque conversation ambiguë, chaque rire entre eux quand j'entrais dans une pièce, chaque regard que je ne pouvais déchiffrer, tout cela s'accumulait en moi, comme si mon propre corps hurlait pour obtenir une réponse que mon esprit refusait encore d'accepter. Jusqu'au jour où je suis rentré à la maison et que je les ai entendus rire dans la cuisine. Un rire bas, intime. Un rire étouffé. Le genre de rire qui n'a pas sa place entre un beau-père et sa belle-fille. Le genre de rire qui, venant d'eux deux, m'a soulevé le cœur. Quand j'ai réalisé,
ma main était déjà moite, et mon cœur battait à tout rompre, comme si j'étais sur le point de commettre une folie. Mais non. J'ai respiré. Je suis entré. Ils se sont tus aussitôt. Camilla le nez dans son téléphone, Fernando buvant son verre d'eau comme si de rien n'était. Mais leurs yeux ne mentaient pas. Cette nuit-là, j'ai frappé à la porte de sa chambre. Il était tard. Elle était allongée sur son lit, la lumière de la lampe de chevet allumée, avec ses écouteurs. Je les ai retirés doucement, me suis assise au bord du lit et suis allé droit au but. Il faut que je sache ce qui se passe entre toi et Fernando. Camilla a plissé les sourcils, sans même essayer de cacher son ennui. Hein? C'est quoi cette question? Une question que j'aurais dû poser il y a longtemps. Je veux savoir ce qu'il se passe entre vous deux. Et je veux la vérité, Camilla. Elle a eu un rire sec, moqueur, comme si j'étais la personne la plus ridicule du monde. Oh, maman, sérieux? T'es en train de péter un câble, c'est ça? Je te regarde et je sais quand tu mens. Alors dis-moi, il y a quelque chose entre vous? Elle m'a fixé. Son visage est passé de l'ennui à quelque chose de plus cynique. Puis, comme si elle n'avait plus envie de se cacher, elle a lâché froidement, sans la moindre honte. J'aimerais bien, dit-elle en haussant un sourcil. Il est trop bon. Ce fut comme un coup de couteau. Je me suis figé. Mon visage a brûlé, mon corps s'est glacé. Le sang m'est monté à la tête si vite que mes mains se sont mises à trembler. Elle me regardait avec ce regard de défi, comme si elle avait gagné, comme si elle se régalait de ma réaction. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle a haussé les épaules, avec la plus grande désinvolture. Bah, j'ai juste dit la vérité. Tu m'as demandé. Tu es en train de me dire que tu as des désirs pour mon mari? Je dis que s'il le voulait, j'hésiterais pas. Tu le sais. Tout le monde voit comment il est. Même toi, tu le vois. Ou tu vas faire semblant de pas remarquer qu'il est 1000 fois plus intéressant que les gamins qui traînent par ici? Je me suis levé d'un bond. J'ai dû retenir l'envie de hurler, de la secouer par les épaules, de tout casser dans cette chambre. Mais tout ce que j'ai pu faire, c'est m'appuyer contre le mur et essayer de respirer. Tu te rends compte de la merde que tu es en train de dire? Tu te rends compte de ce que ça signifie? Elle a croisé les bras, toujours allongée, comme si c'était moi qui délirais. Jusqu'ici, il ne s'est rien passé. Mais si ça arrive, ce sera pas que de sa faute, et ce sera pas contre mon gré. Et viens pas me faire la morale, parce que tu as passé ta vie à me dire quoi faire, comment me comporter, qui je pouvais ou pas être. Eh bien maintenant je suis adulte, maman, et je fais ce que je veux. C'est à ce moment-là que j'ai compris, elle ne regrettait rien. Elle ne voyait aucun mal, n'avait pas la moindre culpabilité. Au contraire, il y avait de la provocation. Un désir de détruire, de me tester, de me prendre ce qui est mien juste pour prouver qu'elle le pouvait. Je suis sorti de la chambre en silence. Si j'étais resté 2 minutes de plus, j'aurais peut-être fait quelque chose que j'aurais regretté. J'ai verrouillé la porte de ma chambre et me suis effondré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. J'ai pleuré de haine, de dégoût, de honte. Mais surtout, j'ai pleuré parce que je venais enfin de comprendre que j'avais perdu le contrôle, que ce n'était pas seulement lui, c'était aussi elle, et que cette guerre silencieuse avait vraiment commencé. Le lendemain, je me suis réveillé les yeux gonflés et l'âme retournée. J'ai passé toute la matinée à essayer d'agir normalement, mais tout en moi s'effondrait. Camilla s'est enfermée dans sa chambre comme si de rien n'était. Fernando est parti tôt, il a dit qu'il devait régler quelques affaires sans me regarder. Le silence entre nous était assourdissant. J'avais besoin de respirer. J'avais besoin de sortir de cette maison avant de devenir folle. J'ai pris mon sac et je suis allé chercher la seule personne qui pouvait encore écouter mes confidences sans me juger, mon amie d'enfance, Vanessa. Vanessa a toujours été une femme directe, sceptique, franche, le contraire de ma personnalité plus réservée. Et c'est exactement pour ça que je savais que si je lui racontais ce qui se passait, elle me dirait ce que j'avais besoin d'entendre, même si ça faisait mal. Je suis arrivé chez elle encore un peu hébété. Elle m'a regardé avec stupeur quand elle a ouvert la porte. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es livide. »
Je me suis assise sur son canapé et j'ai craqué. Les mots sont sortis embrouillés, entre des sanglots et la honte. Je lui ai tout raconté, ce que j'avais entendu, ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti. Et finalement, d'une voix tremblante, j'ai confessé ce qui me faisait le plus mal. Je crois que ma fille me vole mon homme, Vanessa. Et le pire, c'est qu'elle ne nie pas. Elle le veut, elle l'a dit, elle a du désir pour lui. Vanessa m'a fixé en silence pendant quelques secondes, puis elle a lentement secoué la tête. D'accord, mais attends. Et lui? Pourquoi? D'après ce que tu me racontes, ce type ne se comporte pas non plus comme un mari, n'est-ce pas? Je sais, murmurai-je en passant mes mains sur mon visage. Mais c'est ma fille. Je l'ai élevée. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait capable de faire ça. C'est comme si elle essayait de me blesser intentionnellement. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse faire, il encourage ça. Merde, désolé, ma chérie, mais il a presque 50 ans. Ce n'est pas un imbécile. Il sait exactement ce qu'il fait. Il m'a traité de folle, avouai-je, sentant un goût amer dans ma bouche. Il m'a dit que j'inventais des choses, que j'étais déséquilibré. Et le pire, c'est que pendant un moment, j'y ai cru. Vanessa s'est levée, a marché de long en large, puis s'est assise à côté de moi, tenant fermement ma main. Et écoute-moi bien. Ta fille peut être perdue, elle peut avoir plein de confusion dans la tête, il y a peut-être même une part de perversion là-dedans. Mais lui, c'est l'adulte. C'est l'homme que tu as laissé entrer dans ta maison. S'il avait vraiment eu du respect pour toi, il se serait éloigné d'elle dès le premier regard étrange. Il t'aurait parlé, il aurait mis des limites. Mais apparemment, il a aimé ce jeu. Et ça en fait un salaud. J'ai inspiré profondément, absorbant ses paroles comme un coup de poing et une étreinte à la fois. Nous sommes restés silencieuses pendant quelques minutes. Puis je me suis levé, un nœud dans la poitrine. Je vais retourner à la maison. J'ai besoin de regarder chacun d'eux dans les yeux, de mettre fin à tout ça, peu importe comment. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a souhaité du courage. Et puis je suis parti, le cœur lourd, mais déterminé. Je suis rentré chez moi et la première chose que j'ai sentie, c'était le silence. Un silence étrange, absent. Aucun son de télévision, aucun pas à l'étage, rien. Je suis monté en courant. J'ai appelé Camilla. Pas de réponse. Je suis allé dans notre chambre. Vide. Son placard était vidé. Chaussures, chemises, tout avait disparu. Je suis allé dans sa chambre, et là, posée sur le lit, se trouvait la confirmation de ce que je redoutais le plus, une lettre. Mes mains tremblaient alors que je lisais. Maman, je sais que tu ne comprendras jamais et que peut-être tu ne me pardonneras jamais, mais je dois être honnête. Je suis tombée amoureuse. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas intentionnel. C'est arrivé. Et il ressent la même chose. Je pars avec Fernando. Ne cherche pas à nous retrouver. Pour la première fois, je me sens vivante. Camilla. Mes jambes ont cédé. J'ai senti le sol disparaître sous moi. Un cri étouffé, de douleur et de désespoir, m'a échappé, comme si tout en moi explosait d'un seul coup. Je suis tombé au sol dans cette chambre, comme une mère qui perd un enfant. Mais ce que j'ai perdu était encore pire, parce qu'elle n'a pas été kidnappée. Elle a choisi. Et lui a emporté non seulement ma fille, mais aussi ma confiance, ma dignité, ma santé mentale. Et maintenant, tout ce qui restait, c'était le silence de cette maison vide et la lettre, comme un coup de poignard écrit à la main. Je pensais que cette lettre avait marqué le fond du gouffre. Je pensais qu'il n'y avait pas de douleur plus grande que de perdre ma propre fille pour mon propre mari. Mais la douleur a des niveaux, des couches. Et quand vous pensez qu'elle ne peut plus s'intensifier, la vie vous montre qu'elle le peut, qu'il reste encore un peu de dignité à écraser. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Le téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je dormais d'un sommeil léger, comme quelqu'un qui ne se repose jamais vraiment, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré ces derniers jours. J'ai pris l'appareil en m'attendant à tout, sauf à ce qui est venu. Quand j'ai ouvert le message, mon cœur s'est littéralement arrêté pendant une seconde.
C'était une photo. Camilla, allongée sur un lit, les draps remontés jusqu'à la taille, les cheveux détachés et ce sourire que je connaissais si bien, mais qui semblait maintenant appartenir à une autre personne. Sa tête reposait contre le torse de Fernando. Lui aussi souriait, un bras autour de sa taille. Les deux ensemble, intimes, fiers, et, pire que tout, avec un regard qui savait exactement l'impact que cette image aurait. À côté de la photo, une légende courte, presque cynique. « Maman, je voulais juste que tu saches que je vais bien. Nous allons bien. Prends soin de toi. » Je n'ai pas pu réagir immédiatement. Je suis resté figé, le téléphone à la main, sans cligner des yeux, sentant le sol se dérober sous moi. Mon estomac s'est retourné. Ma respiration s'est bloquée. J'ai senti mon corps fourmiller, comme si le monde entier me comprimait de toutes parts. Quand j'ai réalisé, j'étais déjà par terre, tremblante, pleurant sans bruit, comme s'il ne restait plus assez de force pour crier. Voir cela était pire que d'entendre. Pire que la lettre, car maintenant ce n'était plus seulement une possibilité, une idée horrible. C'était réel, visible. Ils étaient ensemble dans le lit, et elle avait eu l'audace de m'envoyer ça. Elle voulait que je voie, que je sache, que je ressente. J'ai pleuré pendant des heures. J'ai hurlé de rage. J'ai frappé les oreillers, le matelas, j'ai jeté le téléphone contre le mur, je me suis traîné jusqu'à la cuisine, j'ai pris un verre d'eau et je l'ai laissé tomber par terre. Puis je suis resté assise là, sur le carrelage froid, avec les morceaux de verre autour de moi. Et ironiquement, c'est exactement comme ça que je me sentais, un tas de petits morceaux douloureux, inutiles, dispersés. Mais le pire de tout, c'était de savoir que je ne pouvais absolument rien faire. Elle avait plus de 18 ans. Ce n'était pas un crime, il n'y avait rien à dénoncer. Personne ne me donnerait raison légalement. Les gens fronceraient les sourcils, murmuraient, ressentiraient du dégoût, mais au fond, je n'étais qu'une femme de plus remplacée. Sauf que dans ce cas, pas par une autre femme quelconque, mais par ma propre fille. La fille que j'avais élevée seule, que j'avais nourrie, défendue, embrassée quand elle avait de la fièvre, aidée à choisir sa robe pour le bal de l'école. La fille qui un jour m'avait dit que j'étais tout pour elle, et qui maintenant ne me considérait plus comme rien. Je suis resté des semaines dans cet état. Je ne mangeais pas correctement. Je dormais mal, je refusais de sortir. La maison était devenue une tombe. Leurs vêtements étaient encore dans le panier, et je n'arrivais pas à les jeter. Son odeur flottait encore sur l'oreiller. Parfois, je prenais mon téléphone et rouvrais la photo, comme si je voulais me punir. Et à chaque fois, ça faisait mal, comme si c'était nouveau, comme si c'était la première fois. Vanessa a essayé de m'aider. Elle appelait presque tous les jours. Elle disait que je devais réagir, mais je ne pouvais pas, parce que la douleur ne venait pas seulement de l'homme qui m'avait trahi, mais aussi de la fille qui m'avait abandonné, qui m'avait tourné le dos, qui avait choisi de me blesser en sachant exactement ce qu'elle faisait. Et plus j'y pensais, plus la douleur se transformait en autre chose, plus la tristesse laissait place à une autre émotion, plus brute, plus acide, plus féroce. De la haine, une haine silencieuse qui naissait entre les larmes. Un désir de vengeance qui grandissait lentement, nourri par chaque souvenir, chaque odeur, chaque trou qu'ils avaient laissé dans ma vie. Ce n'était pas la vengeance des séries télé, avec du sang aux yeux, c'était quelque chose de plus froid, de plus calme. Je voulais qu'elle ressente ce que j'avais ressenti, qu'un jour elle aime quelqu'un de tout son cœur et soit trahie par quelqu'un en qui elle aurait plus confiance qu'en tout au monde, par quelqu'un qu'elle aurait cru incapable de lui faire du mal. Seulement ainsi, peut-être comprendrait-elle ce qu'elle m'a fait. Mais la vie suit son propre rythme, et elle ne s'arrête jamais. Avec le temps, ma douleur est devenue une carapace. La colère m'a relevé du canapé. Un jour, j'ai regardé dans le miroir et je ne me suis presque pas reconnu. J'étais maigre, pâle, avec des cernes profonds. Et pourtant, dans ce reflet, il y avait une lueur. Un petit reste de moi, une étincelle, quelque chose qu'il n'avait pas pu éteindre. J'ai commencé à sortir d'abord pour aller au supermarché, puis au parc. Un jour, j'ai accepté d'aller prendre un café avec Vanessa, puis je suis allé chez la manucure, j'ai changé les draps, donné quelques vêtements, modifié ma coiffure, arrêté de consulter les vieux messages, et quand son nom apparaissait à l'écran, je ne répondais plus.
C'était comme si peu à peu je ramassais chaque morceau qu'ils avaient laissé derrière eux et reconstruisais une version de moi qu'ils n'avaient jamais connue. Une version plus dure, plus forte, mieux préparée. Ça fait encore mal? Oui, tous les jours. Mais maintenant, je peux me lever. Et au fond, je sais qu'elle apprendra. Que les amours construits sur la trahison ne tiennent pas. Qu'un homme qui trompe une fois trompera encore. Et que la mère, lorsqu'elle pardonne, guérit, mais lorsqu'elle ne pardonne pas, elle survit et attend, parce qu'un jour, elle tombera. Et quand elle tombera, elle se souviendra de la femme qu'elle a piétinée pour monter, et elle ressentira tout exactement comme je l'ai ressenti. Le temps a passé lentement, douloureusement, comme si chaque jour traînait avec lui le reste de ce que j'étais. Mais le temps a aussi passé avec force, et peu à peu, je me suis reconstruite. Les blessures ne sont pas disparues, mais elles ont cicatrisé. Et bien que certaines fassent encore mal dans les jours de silence, j'ai appris à vivre avec elles. J'ai changé de travail, refait la décoration de la maison, suivi une thérapie, respiré profondément 1000 fois. J'ai commencé à prendre soin de moi d'une manière que je n'avais jamais fait auparavant. Pour la première fois, je vivais pour moi-même, et j'étais en paix jusqu'à ce qu'elle revienne. C'était un mardi matin. Je venais de préparer le café. La radio jouait une vieille chanson, et le soleil entrait par la fenêtre de la cuisine. Tout était calme jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Je suis allé ouvrir, et là, elle était là, Camilla, avec un ventre bien visible, avancé aux 7, peut-être 8 mois fatiguée, abattue, les yeux cernés et l'orgueil brisé. Elle m'a regardé avec ce même visage qu'elle avait quand elle était petite et qu'elle demandait pardon pour avoir cassé quelque chose, sauf qu'aujourd'hui, elle avait brisé bien plus qu'un verre. « Maman » dit-elle d'une voix rauque, hésitante. Je n'ai pas répondu, je suis resté à la regarder. Elle a pris une profonde inspiration et a continué. « Je sais que tu me détestes. Je sais que j'ai tout détruit, mais il m'a quitté. Quand il a su que j'étais enceinte, il a dit que ce n'était pas ce qu'il voulait pour sa vie. Il a disparu. Il a laissé les factures, les dettes, le loyer. Et moi, je n'ai plus personne. » Toujours sans mots, j'ai croisé les bras. J'ai pensé que peut-être tu serais encore ma mère et que tu pourrais m'aider. Mon sang a bouilli. « Mère ?» ai-je demandé d'une voix basse, ferme. « Maintenant, je suis ta mère à nouveau. » Elle a baissé les yeux. « Tu as toujours été ma mère. Une mère reste une mère. Peu importe ce qui arrive. » Je n'ai pas répondu, faisant un pas en avant. « Maintenant, tu es mère. Tu as fait tes choix. Tu as détruit notre maison, notre famille, ma vie. Et maintenant que le jouet que tu as volé est cassé, tu viens en courant pensant que je vais t'accueillir? Je ne savais pas qu'il allait me quitter. Et tu pensais quoi? Qu'un homme de presque 50 ans qui échange sa femme contre sa belle-fille serait un prince charmant, que ça serait un amour véritable? Qu'il élèverait un bébé avec toi comme si de rien n'était? Tu as tout détruit, Camilla. Et maintenant, tu veux des câlins. » Elle a commencé à pleurer. « Je suis désolé. Je veux juste de l'aide. Je n'ai personne. » Personne? Parce que tu t'es éloigné de tout le monde, parce que tu as voulu m'humilier. Tu m'as provoqué, tu m'as envoyé cette photo où tu étais couché avec lui, tu te rappelles? C'était ton choix. Maintenant, assume, parce que je ne te considère plus comme ma fille. Elle m'a regardé comme si elle avait reçu une gifle. Toi va me tourner le dos comme ça? Non, c'est toi qui m'as tourné le dos depuis longtemps. Je ne fais que rendre l'appareil. J'ai survécu sans toi, et maintenant, tu vas apprendre à survivre sans moi. Elle a essayé de s'approcher. J'ai reculé d'un pas. Va-t'en d'ici. Règle ta vie. Tu as voulu être adulte pour prendre tes décisions. Sois adulte maintenant pour affronter les conséquences. Élève cet enfant avec le même courage que tu as eu pour me trahir, parce que tu ne remettras plus jamais les pieds ici. Elle est restée là, en pleurs, attendant que je flanche. Mais je n'ai pas faibli. J'ai fermé la porte doucement, sans crier, sans drame, avec le calme de quelqu'un qui a déjà tout perdu une fois et qui ne veut pas perdre à nouveau. Cette fois, c'était définitif. Cette fois,
C'est moi qui ai tourné le dos. Il y a des jours où je me réveille avant le lever du soleil et je reste là, à fixer le plafond, en me demandant comment tout cela en est arrivé là. Parce que la vérité, c'est que même après tout, même après toute la douleur que j'ai avalée en silence, l'humiliation, la colère, le mépris, ce qui fait le plus mal, ce qui brûle au fond de ma poitrine, ce n'était pas d'avoir perdu un homme. C'était d'avoir perdu une fille. Je n'aurais jamais imaginé écrire cette phrase. Je n'aurais jamais pensé la dire à voix haute, même pour moi-même, mais c'est réel. C'est une douleur qu'on ne peut comparer à rien. Ce n'est pas une trahison ordinaire. C'est un type de rupture qui te déchire de l'intérieur, parce qu'il n'existe pas des ex-filles, pas des ex-mères. Le lien est de sang, d'âme, de vie. Et pourtant, elle a réussi à le couper, non pas avec un couteau, mais avec des choix, des mots, des attitudes, de la froideur. Voir Camilla avec Fernando a suffi à me détruire une fois. La voir me regarder dans les yeux, sans remords, me défiant, me provoquant, cela a bouleversé tout ce en quoi je croyais. Mais le pire devait encore arriver, elle est revenue ensuite, portant un ventre avec l'enfant de lui, et pensant toujours que je l'accueillerais à bras ouverts, comme si rien ne s'était passé. Comme si le simple fait d'être ma fille effaçait tout le venin qu'elle avait versé sur moi. Et franchement, dire non à elle fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites dans ma vie. Dire non à une fille enceinte. Dire non à quelqu'un qui portait dans son ventre mon petit enfant. Cela m'a brisé, car aussi fort que je voulais la haïr pour toujours, aussi souvent que je me disais qu'elle n'était plus ma fille, en voyant ce visage fatigué, ce ventre rond. Pendant un instant, tout a vacillé en moi. Une partie de moi voulait la prendre dans mes bras, protéger ce bébé, lui offrir ce qu'elle m'avait refusé quand elle a choisi de me détruire. Mais je ne pouvais pas, parce que si j'avais cédé, elle n'aurait rien appris. Elle aurait grandi en croyant qu'elle pouvait passer sur le dos de n'importe qui et que l'amour d'une mère est éternel, inconditionnel, à l'épreuve de toute trahison. Mais l'amour d'une mère est aussi humain, il saigne, il s'épuise. J'ai dû la regarder et me souvenir de chaque larme que j'ai versée. De chaque nuit passée en silence, me demandant où j'avais échoué. J'ai dû me rappeler du son de ma propre voix étouffée dans ma poitrine quand j'ai reçu cette photo, quand j'ai lu cette lettre, quand elle m'a dit de sa bouche qu'il était un beau mec, et que, s'il le voulait, elle ne réfléchirait pas 2 fois. Et j'ai compris. Ce n'était pas une jeune innocente tombée dans le jeu d'un homme plus âgé. C'était une femme qui avait fait un choix. Qui savait ce qu'elle faisait. Et qui maintenant, enceinte, voulait que je répare les dégâts, que je sauve ce qu'elle avait elle-même pris plaisir à détruire. Dire non à elle m'a à nouveau brisé, mais c'était nécessaire, parce que parfois, le plus grand geste d'amour qu'on puisse faire est de laisser quelqu'un récolter ce qu'il a semé. C'est laisser cette personne vivre les conséquences. C'est dire, maintenant, débrouille-toi. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pas par cruauté, mais pour survivre. Aujourd'hui, je continue à essayer de tenir debout. Je ne suis pas en acier. Parfois, je rêve encore d'elle petite, endormie sur mes genoux. Parfois, j'imagine le visage du bébé, un petit-fils que je ne connaîtrai peut-être jamais. Et ça fait mal. Ça fait plus mal que tout ce que Fernando m'a fait. Parce que lui, je peux l'oublier. Mais elle était une partie de moi. Et pourtant, c'était nécessaire, car si elle avait voulu du pardon, elle aurait commencé par le regret, pas par les excuses. Si elle avait voulu être accueillie, elle serait venue avec la vérité, pas avec des exigences. Si elle avait voulu un retrouvaille, elle aurait compris la valeur de l'absence. Mais elle est arrivée en espérant une autre chance, sans montrer aucun signe de changement. Et j'ai finalement appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas tout accepter, mais savoir quand fermer la porte. Même avec le cœur en morceaux, la vie a continué. Pas comme avant, jamais comme avant, mais d'une nouvelle manière, silencieuse, mais ferme. La douleur existe encore. C'est vrai. Elle n'est jamais complètement partie, mais aujourd'hui, elle ne me paralyse plus. Elle me façonne, me rappelle ce que j'ai surmonté, me rappelle que je suis vivante, debout, et que je continue à avancer malgré tout. Aujourd'hui, ma maison est différente. J'ai tout redécoré, changé les meubles, repeint les murs, jeté tout ce qui me rappelait d'eux. Même les coins de la maison semblent respirer différemment.
légère, en paix. Pour la première fois depuis des années, ma maison est vraiment à moi. Il n'y a plus de pas qui m'effraient, de rires faux, de regards silencieux traversant les couloirs. Il n'y a que moi et ma paix. Je travaille, je prends soin de ma santé, j'ai mes petites routines, mes cafés avec Vanessa, mes moments de silence qui maintenant ne font plus aussi mal. J'ai appris à me suffire, à ne rien attendre de personne, et cela, aussi dur que cela puisse paraître, a été libérateur. Et eux? Eh bien, la vie leur a également demandé des comptes, comme elle le fait toujours. Fernando, selon ce qu'une connaissance commune m'a raconté, vit dans une pension bon marché, dans un quartier éloigné. Il change constamment de travail, incapable de trouver de la stabilité. Le charme, ce même charme qu'il utilisait comme une armure brillante, ne séduit plus personne. Il est vieilli, fatigué, seul. Le genre d'homme qui se croyait irrésistible, mais que personne ne veut plus supporter. Il a essayé de me contacter une fois, un court message, hypocrite, disant qu'il était désolé. Je l'ai bloqué immédiatement. Je n'ai pas répondu, parce qu'il n'y a rien qu'il pourrait dire pour compenser ce qu'il a fait. Et sincèrement, je ne veux même pas qu'il essaie. Il n'est qu'un chapitre fermé. Un nom qui ne m'évoque plus rien. Et Camilla? Camilla a eu le destin qu'elle a choisi. J'ai appris par une ancienne collègue qu'elle vit chez une tante éloignée, celle-là même qu'elle ne fréquentait presque pas quand elle était plus jeune. Le bébé est né, un garçon. Et on dit qu'elle demande souvent de l'aide sur les réseaux sociaux, vendant des objets usagés pour payer des couches et du lait. Fernando a complètement disparu de sa vie. Ni pension, ni appel, rien. Elle comprend maintenant ce que ça signifie d'être abandonnée, ce que ça veut dire d'avoir besoin de quelqu'un et de ne pas avoir personne. Je ne l'ai plus revue. Elle ne m'a plus cherché. Peut-être par fierté. Peut-être parce qu'elle a compris que la porte ne s'ouvre plus pour elle. Ou peut-être parce qu'elle sait que me voir signifierait affronter ce qu'elle a fait. Et cela, peut-être, fait plus mal que tout rejet. Parfois, quand je marche dans la rue et que je vois une jeune femme avec un bébé dans les bras, je me surprends à penser si ça pourrait être elle. Je me demande si le garçon me ressemble, s'il a hérité de quelque chose de moi, mais ce ne sont que des secondes, parce que j'ai appris à ne plus m'attacher aux questions sans réponse. La vie m'a enseigné cela de la manière la plus cruelle possible. J'ai continué. Et même s'il manque une partie de moi, même si j'ai enterré quelque chose qui était censé durer pour toujours, je vais de l'avant avec la certitude d'avoir fait ce qui était nécessaire, d'avoir fixé une limite là où personne d'autre n'a eu le courage de le faire, d'avoir aimé jusqu'où c'était possible. Et quand l'amour s'est transformé en douleur, j'ai choisi de me sauver. Aujourd'hui, je dors en paix, et personne ne me prendra jamais ça.